Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision qui débute tout de suite avec Info 10, le journal local et régional. Nous sommes le mardi 31 août 2021 et voici les titres de ce journal. Tout d'abord, nous reviendrons sur le point Covid du jour qui fait état de chiffres encourageants. Tous les indicateurs sont en baisse, taux de positivité, taux d'incidence, tout partout. Puis nous ferons un point sur la météo qui débloque un peu ces jours-ci. Entre chaleur intense et brume de sable, nous avons droit à un carême bis qui devrait s'achever jeudi. Et enfin, nous parlerons de la pose de la première pierre de la nouvelle caserne des pompiers de la ville de Pointe-Noire. La panne d'alizé anormale pour cette fin août entraîne une période de forte chaleur, c'est sans compter la brume de sable persistante qui n'arrange pas la situation. Les conditions météorologiques de saison devraient faire leur retour ce jeudi. En attendant, il a quand même plu cet après-midi encore à l'heure où je vous parle. Ça rafraîchit un peu les températures, mais on fait le point avec Météo France. La période du 22 au 29 août, on a eu très peu de précipitations sur le territoire, sur l'ensemble de l'archipel, et une brume de sable qui était particulièrement persistante, donc évidemment un ressenti désagréable et une température qui était relativement élevée du fait qu'on avait un rayonnement solaire permanent, quasi permanent, avec peu de nuages et pas de pluie. La pluie amène, bien sûr, comme tout le monde le sait, un rafraîchissement, mais aussi lorsque la pluie s'évapore, ça refroidit l'air aux alentours. Donc on a besoin de la pluie pour rafraîchir l'air, bien sûr. Donc c'était pas lié à une situation de panne d'alizé comme nous avons depuis hier, c'était lié à vraiment une situation d'alizé mais avec de la brume de poussière saharienne assez importante et qui est d'ailleurs assez anormale et atypique pour une fin de mois d'août. Bon, nous sommes en saison cyclonique. Comme on le voit ici sur l'Atlantique, donc on a toute cette zone d'activité pluvieuse qu'on appelle l'équateur météorologique et qui remonte à cette saison plus au nord et donc qui va nous ramener bien sûr des ondes pluvieuses, des ondes tropicales, voire des phénomènes cycloniques plus importants comme on peut le voir ici, là, qui est la tempête Kate actuellement. Et ici, la prochaine onde qui est déjà en surveillance et qui devrait se développer fortement sur l'Atlantique, mais sans impacter l'arc antillais. Les alizés sont apportés par un anticyclone, qui est l'anticyclone des Açores, qui est situé sur l'Atlantique. Il a une position ici qui est plus à l'est vers l'Afrique. Donc on a en rouge ici ces vents d'alizés qui n'atteignent pas l'arc antillais. Donc lorsque cet anticyclone se déplacera plus vers l'ouest, on retrouvera ces vents d'alizés, c'est-à-dire à partir de jeudi en fait. Donc on a aujourd'hui une situation avec peu de vent qui génère de l'activité pluvieuse, orageuse, très localisée. Donc il se peut qu'on passe en vigilance ponctuellement une partie de la journée pour faire face à des événements orageux qui peuvent être localement très importants. Donc c'est à surveiller. Et bien sûr, suivant l'endroit où vous allez être sur le territoire, vous pouvez avoir une journée assez ensoleillée et pas de pluie, alors qu'on est en vigilance. Mais parce que d'autres territoires, comme hier, on a eu de fortes pluies sur les grands fonds. On a eu 40 mm dans le secteur de Chazot. Ensuite sur Basse-Terre, on a eu aussi 50 mm. Vous voyez, des points comme ça particuliers où il faut rester vigilant. Un reportage signé Stanley Manécor et depuis 17h, effectivement, nous sommes de retour en vigilance verte. Et on enchaîne avec la traditionnelle révision du prix des produits pétroliers à compter du 1er septembre. Donc demain, le super samplon reste fixe à 1,67 €. Le gasoil routier, lui, perd 2 centimes et vous coûtera 1,38 € au lieu d'1,40 €. La bouteille de gaz, elle, continue son explosion et est fixée à 25,53 € contre 24,75 € le mois dernier.
La situation épidémiologique en Guadeloupe, elle s'améliore pour la semaine du 23 au 29 août. Les indicateurs sont tous en baisse. On compte 3187 cas contre plus de 5880 la semaine dernière, soit 2700 cas de moins. Sur la période, on comptabilise 29 hospitalisations en réanimation contre 51 sur la semaine 33. Le taux d'incidence passe de 1554 à 845 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité atteint les 14,6% contre 21,8% la semaine d'avant. Le facteur de reproduction passe de 0,92 à 0,63, donc une personne infectée contamine moins d'une personne. On assiste également à un recul léger, mais un recul quand même du nombre de décès qui passe de 115 à 100 pour cette semaine. Et si la situation s'améliore, nous avons tout de même questionné les autorités sur le nombre de personnes décédées alors même qu'elles sont vaccinées, et ainsi que sur la série de morts subites enregistrées ces derniers jours qui ne seraient pas en lien visiblement avec le Covid. On écoute Valérie Denux, directrice de l'Agence régionale de santé. Cette semaine, je n'ai pas eu connaissance de personnes vaccinées, décédées. Il y a le CHU qui est en train de faire un bilan sur tout ça. Donc il y a eu quelques personnes vaccinées, on le sait, qui étaient immunodéprimées. Et on a aussi eu des personnes avec une seule dose de vaccin qui ont eu des cas graves. Mais a priori, ça représenterait un pourcentage très faible, puisqu'ils m'indiquent que c'est entre 95 et 98% de leurs patients qui sont non vaccinés aujourd'hui, pris en charge dans l'hôpital. Et j'ai demandé un bilan exhaustif de l'ensemble des personnes qui sont décédées sur notre territoire pendant cette 4e vague au niveau des établissements, de façon à avoir les idées très très claires sur le nombre de personnes qui auraient eu des schémas complets de vaccination, le nombre de personnes immunodéprimées et le nombre de personnes qui auraient reçu qu'une seule dose. Alors sur les décès en ville, apparemment il y aurait eu beaucoup d'arrêts cardiaques, je crois 7, qui auraient été pris en charge soit par les pompiers, soit par le SAMU. Pour l'instant, le lien entre le Covid et l'arrêt cardiaque n'a pas été formalisé de manière très précise par les médecins légistes. Mais moi je souhaite qu'on fasse un point là-dessus, une enquête, notamment sur l'ensemble des décès à la maison, parce que on a un point de difficulté aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas une remontée au fil de l'eau via donc les certificats de décès sur les décès en ville. Donc on est en train de travailler ça, on en a parlé tout à l'heure en comité des élus, pour que les mairies nous aident à ce que les certificats de décès nous remontent de manière plus régulière. Voire déjà qu'on rattrape le retard potentiel qu'il y a pu y avoir dans la transmission des documents. Et donc on est en train de travailler ce sujet, oui. Une recrudescence des morts subites constatée également par les sapeurs-pompiers qui doivent intervenir régulièrement, et beaucoup d'ailleurs ces 4 derniers jours. Ils étaient d'ailleurs mobilisés il y a peu pour réclamer des moyens matériels supplémentaires, et visiblement ils ont réceptionné 4 nouveaux véhicules d'intervention qui montent leur parc automobile à 34 véhicules. Le reportage. C'est vrai que statistiquement, on a remarqué, et puis c'est pas depuis maintenant, depuis le début de la crise, vers septembre 2009, on avait remarqué quand même à notre niveau, au niveau des statistiques, on trouvait beaucoup de gens décédés par malaise. Effectivement, depuis quelques jours, on trouve que ça s'est un peu accéléré. Avec la moyenne d'âge. Donc actuellement, on suit ça de très près, à la demande d'ailleurs des autorités, et on fait toutes nos statistiques de voir s'il y a une relation quelconque. Alors au niveau médical, je ne vais pas m'avancer, mais simplement sur les faits. Nous, on est sous les faits, malaise à domicile, ça revient souvent. Voilà, c'est la fréquence. Voilà. Effectivement, les dernières déclarations qu'on a vues à la télé, à mon sens, c'était un peu caricatural. Je les comprends, ça s'inscrivait dans un contexte un peu de revendication, c'est normal. Mais on doit savoir qu'ici, en Guadeloupe, on a actuellement, aujourd'hui, au moment où je vous parle, 30 VSAV disponibles. Et simplement, on a aussi 13 qui sont effectivement en panne, mais quand même, pour 1800, je reviens sur le chiffre, 30 VSAV. Auquel on doit ajouter maintenant, c'est 4 nouveaux. Donc on a 34. Donc voilà, on a de quoi respirer. Ça fait une moyenne de 1,8 VSAV par centre de secours. Donc on peut parfaitement répondre pour l'instant aux demandes de secours. Alors il est vrai que c'est un parc
Et dans un parc de véhicules, il y en a qui tombent en panne. Donc nous nous attachons actuellement à ne pas dépasser un certain taux d'immobilisation, de manière à pouvoir toujours répondre à la demande de la population. Il restera quand même à trouver 9 véhicules pour remplacer ceux qui manquent. Et après 25 ans d'attente, la ville de Pointe-Noire voit la construction d'un centre d'incendie et de secours sur son territoire. Le reste en images. Bien évidemment, je suis heureux, je suis un homme heureux parce que ça fait quand même 25 ans qu'on attend que Pointe-Noire a perdu sa caserne des sapeurs-pompiers. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux, il y a eu beaucoup de contestations. Bon, on a rencontré les responsables du SDIS de l'époque, on a rencontré également les élus. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Depuis, beaucoup de choses sont passées, on a connu beaucoup de difficultés et aujourd'hui nous vivons une pandémie mondiale qui fait des dégâts, singulièrement en Guadeloupe, et que par conséquent on voit bien qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir un centre de secours. Nous habitons la Côte-Soulevant, une région que j'aime bien le dire déshéritée, une région qui est un petit peu pas à la pointe des choses, mais enfin, où il y a des âmes, il y a des hommes et des femmes qui y vivent, il y a des activités qui animent le territoire guadeloupéen. Et par conséquent, on a le devoir d'avoir un centre de secours digne de ce nom qui permettra à la population de bénéficier des mêmes services que les autres parties de la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est une pierre qui est posée, qui sera définitive, puisque derrière, il y aura l'érection d'un bâtiment, un bâtiment qui va répondre à toutes les normes, qui sera aussi fonctionnel. Et je crois que dans un secteur comme Pointe-Noire, il est très important que nous puissions effectivement doter cette commune d'une structure qui puisse répondre à l'aide qu'on apporte aux citoyens, aux habitants. On sait qu'on est dans une zone accidentogène, nous sommes dans une zone montagneuse, donc il est important de rapprocher au plus près la sécurité des gens. C'est tout l'intérêt et notre engagement qu'on a pris concernant les différentes casernes, la situation donc des pompiers, puisque nous avons eu une première rencontre et nous on a bien marqué notre volonté que les pompiers puissent être logés dans des casernes conformes et il va y avoir tout un plan qui sera mis en place. Aujourd'hui, nous sommes sur la première pierre pour la caserne de Pointe-Noire. C'est un investissement de plus de 2,6 millions qui avait déjà été initié, donc où on a relayé. On s'est engagé aussi sur Sainte-Rose et on fera le point d'inventaire sur toutes les casernes de la Guadeloupe et de voir quels sont les confortements, quels sont les aménagements à pouvoir mener et pour que les pompiers soient dans de bonnes conditions, mais aussi les problèmes d'équipement, puisqu'on sait que dans certaines casernes, ce sont des problèmes d'équipement et aussi donc les conditions de travail de l'ensemble donc des sapeurs-pompiers donc du SDIS. Alors c'est important à deux titres. Premièrement parce que la compétence incendie et secours, même si c'est le département qui l'a en termes de gestion des moyens et de gestion des centres de secours, c'est une mission qui est évidemment partagée. On utilise beaucoup les services de secours aujourd'hui pour le Covid, mais aussi pour les accidents de la route, mais aussi pour tous les accidents et les secours à personne. Et puis le deuxième point, c'est que cette caserne, elle rentre dans le cadre du plan Sailly-Mantille, celui qui a été décidé en avril dernier, qui va nous permettre de conforter ou de construire des nouveaux centres de secours ou de conforter d'anciens centres de secours en les mettant aux normes paracloniques et parasismiques. Et donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de participer à ce financement, quasiment à la moitié. Le département c'est 1,5 million d'euros, l'État par le fonds Barnier c'est 1,3 million d'euros et puis le reste ça sera le SDIS qui pourvoira. Mais voilà, donc l'importance pour nous d'être ici. Un reportage signé Olivier Félix. Propagande à blanc, pas toujours bon pour Nec Guadeloupe. C'est le titre d'une lettre ouverte écrite par Patricia Braff-Lantrobo qui souhaite inciter la population guadeloupéenne à se faire vacciner. Cette dernière ne comprend pas le repartage de vidéos et textes anti-vaccins sur les réseaux sociaux, notamment ceux issus de militants d'extrême droite, mais plus globalement de blancs. Un point de vue qui a suscité nombre de réactions. Elle s'est expliquée par visioconférence avec Charlie Dagonia. Regardez. Si j'ai écrit ce que j'ai écrit, c'est véritablement parce que c'est une vraie catastrophe pour nous. Nous sommes en train de vivre quelque chose que peu d'entre nous ont vécu, c'est-à-dire des morts. Quand vous avez 200 morts d'une maladie en Guadeloupe en un mois, c'est-à-dire le mois d'août, je parle de 200 morts CHU, mais nous ne savons pas combien de morts il y a eu à domicile. Moi, je pense qu'il y a un ami qui me disait qu'il faudrait compter au moins 260 morts c'est un journaliste, entre
CHU et à domicile. Il faudrait compter au moins 260 morts pour le mois d'août. Mais c'est une véritable catastrophe que nous sommes en train de vivre. Donc pour moi, c'est un virus qu'il faut prendre extrêmement au sérieux, sous lequel il ne faut pas faire de propagande, et encore moins une propagande venue de pays occidentaux, de personnes qui ne nous ressemblent pas du tout. Quand je dis qu'ils ne nous ressemblent pas du tout, du point de vue des équipements sanitaires, du point de vue des niveaux de vie, du point de vue des problématiques de santé, nous ne pouvons pas nous permettre de traiter ce virus à travers ces propagandes. Donc pour moi, le coronavirus et le Covid, comme on l'appelle, c'est une situation qui est extrêmement grave et préoccupante. Si vous avez des leaders forts qui portent une parole forte, que ce soit au niveau des hommes politiques, que ce soit au niveau des intellectuels, que ce soit au niveau de tous ces leaders qui menaient toutes ces manifestations anti-pass, anti-vax, anti-vaccination obligatoire, si la parole était forte, je pense que les réseaux sociaux auraient eu nettement moins d'impact. Malheureusement, beaucoup de ces leaders de ces manifestations anti-vax, anti-pass, anti-tout ce qu'on veut, sont les plus grands promoteurs de ces vidéos de désinformation parce qu'ils veulent absolument étayer leur thèse, comme quoi le vaccin, c'est un vaccin. Alors, j'ai entendu des personnes qui savent très bien que c'est faux ce qu'elles disent, dire on vaccine pour ne pas connaître Cayadan. Vous savez, vous dites à un enfant de 12 ans, va sur Google, tape-moi vaccin Pfizer ARN messager et lis-moi les composantes, il va me les lire. Ou alors, je lui dis, tu me cherches la notice de ce vaccin dans le Vidal, il va le trouver. La notice du vaccin, on peut la trouver. Bref, donc quand vous sortez des propos comme ça, ce sont des propos de démagogie, tout simplement. Réseaux sociaux qui sont fortement décriés puisqu'effectivement, ils ne sont pas soumis à contrôle strict. Est perçu comme une privation de liberté par certains, bien évidemment. Le confinement est perçu différemment selon les profils. Pour le psychologue clinicien Hérol Nuissier, il faudrait voir le confinement comme un acte de protection et non comme une simple contrainte. Pour ce qui est de la vaccination, ce dernier pense que l'obligation vaccinale n'aurait pas fait reculer la population qui, d'une certaine façon, a l'habitude de répondre aux injonctions. On l'écoute. C'est vrai que le confinement donne le sentiment d'une forme d'emprisonnement. C'est-à-dire que si on vit le confinement comme étant uniquement la contrainte et l'atteinte à la liberté, à ce moment-là, on a le sentiment qu'effectivement, on ne peut plus rien faire. Par contre, si on vit le confinement comme étant faire attention à soi pour ne pas tomber malade, pour ne pas être contaminé, faire attention aux autres pour ne pas les contaminer, alors le confinement est un acte de protection, de sécurité et je dirais même d'amour. Par conséquent, c'est la manière dont on le voit. Ce n'est pas seulement l'atteinte à la liberté, c'est surtout la nécessité de se protéger les uns les autres. Donc voilà, donc je crois qu'il faut voir aussi au-delà de la contrainte. Mais c'est vrai que nous sommes dans une société où on a du mal à accepter la contrainte. D'ailleurs, dire non à un enfant, on a le sentiment que c'est le traumatiser. Alors que si le oui existe, le non existe. S'il y a des droits, il y a aussi le devoir. Et par conséquent, nous avons tendance un peu à oublier que la vie est également faite de contraintes et pas seulement de plaisir. Chez nous, la pensée est malheureusement, du fait de l'éducation contraignante et directive, est plus proche d'une pensée religieuse, je crois, je me soumets, j'accepte, que j'analyse, j'étudie, je discute, je ne suis pas d'accord. Donc il y a déjà, je dirais, cette éducation directive qui fait que quand on vous dit ce qu'il faut faire, c'est que c'est bon pour vous. Si on ne vous dit rien, c'est que c'est pas bon pour vous. Donc je ne crois pas que les gens auraient reculé. Au contraire, ils auraient dit, mais si on nous oblige, c'est parce que c'est bon pour nous. D'ailleurs, les parents vous disent, mais en rabat au cou, ça bon pour vous. Encore obligé, ça bon pour vous. Donc, ça aurait correspondu à quelque chose que nous connaissons de notre éducation. Bien évidemment, c'est limitant. Bien évidemment, c'est contraignant. Vous voyez, mais je pense que si vous voulez, il y a un décalage entre ce qu'on peut imaginer de nous et ce que nous sommes. Donc, je ne suis pas certain qu'une obligation vaccinale
aurait entraîné moins de vaccination. Je crois même qu'au contraire, les gens auraient adhéré parce qu'ils auraient reconnu un mode de pensée, un système, une façon de faire qu'ils ont toujours connu et qui les rassure justement. Ce sont des avis, bien sûr, qui sont discutables. Et hier, nous vous parlions des adaptations Covid pour les cultes religieux catholiques et musulmans. Et aujourd'hui, on enchaîne avec l'hindouisme. Et qui dit rassemblement dit risque de contamination. Alors, tout le monde prend les mesures nécessaires. Le reportage de Maxime Morel. Le mois d'août, nous nous sommes réunis entre plusieurs prêtres. Nous avons formé un collectif de telle manière à pouvoir prendre des décisions drastiques concernant cette pandémie. Parce que nous avons des prêtres hindous qui sont aujourd'hui touchés durement par la Covid. Donc j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Vous savez, quand nous sommes face à cette douleur, et comme toute famille guadeloupéenne, qu'on soit hindou, catholique ou quelle que soit la religion, nous faisons face à une douleur quelconque, nous nous retournons vers une spiritualité aujourd'hui qui, malheureusement, les portes sont plus ou moins fermées. Donc c'est une douleur, effectivement, qui est d'autant plus difficile à digérer parce que vous savez que la pandémie, aujourd'hui, a créé des fractures économiques, fractures sociales, voire même des fractures familiales. Donc il va falloir qu'on se tienne et le lien nécessaire à la cicatrisation des plaies, sachez-le, c'est quand même la prière. Nous avons la chance chez les pratiquants de l'hindouisme de ne pas avoir de salle ou d'église, même si nous avons des temples où les rituels se font exclusivement donc à l'intérieur du temple. Nos rituels se font très souvent donc en plein air. Même s'il y a un temple, mais une grande partie donc du déroulé se fait à l'extérieur. Donc c'est un avantage. Et depuis effectivement le début de la crise sanitaire, depuis l'année dernière, les pratiquants de l'hindouisme ont mis en avant les gestes barrières, l'utilisation de gel, l'utilisation de masques, et le respect de la distance quand ils sont à l'intérieur du temple. À l'extérieur, effectivement, comme on est en plein air, donc ça se passe plutôt bien. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, malgré tout, il y a des difficultés parce que dès lors qu'il y a rassemblement de personnes, les risques de contamination sont élevés. Donc c'est pour ça effectivement qu'il faut continuer donc à rappeler à la population et le virus effectivement, donc la lutte contre ce virus n'est pas une affaire de religion. Les responsables religieux effectivement vont recommander donc vont faire des recommandations donc aux pratiquants, mais c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas une histoire de les gens qui vont se protéger pas par rapport à leur religion, mais par rapport effectivement à l'état de santé qu'ils veulent avoir, par rapport à la gravité de la situation, par rapport effectivement à l'intérêt donc de protéger la population, les populations et les familles, quoi. Voilà donc un petit peu notre état d'esprit sur cette situation-là. Le mois d'octobre et de novembre sont les gros lots justement des grandes fêtes. De l'hindouisme, notamment la fête de Kali, la Diwali, les Chamblani, que justement toutes les grandes familles hindoues se réunissent de telle manière à pouvoir passer des moments vraiment chaleureux ensemble. Donc il est important aujourd'hui que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires de telle manière à ce que à l'aube du mois d'octobre et de septembre et de novembre, nous puissions justement passer ces moments-là en famille, correctement, de telle manière à ce que nous puissions nous retrouver dans la prière, mais aussi en toute sérénité et en tout plaisir à partager ces moments-là. Il est sûr que la crise est sévère en ce moment, mais croyez bien que nous vaincrons, comme on dit. Et à noter effectivement aussi que Air Anti-Express a pu recommencer son activité. Les avions sont restés cloués au sol très peu de temps. Pour rappel, la Direction générale de l'aviation civile avait retiré effectivement ses autorisations pour non-respect de certaines mesures de sécurité. Il y avait des contrôles qui avaient été opérés sur plusieurs de leurs appareils. Une information qui a été
été démenti par Air Antilles Express ce matin et qui affirme effectivement qu'il n'y avait pas de problème de sécurité sur ces vols et ils ont donc recommencé. Et notez aussi que l'aéroport Paul Caraïbe a aussi été pris d'assaut cet après-midi par les Moon Guadeloupe qui sont rentrés au niveau de la salle d'embarquement de façon à pouvoir dénoncer effectivement l'arrivée encore des gros porteurs qui se comptaient par une dizaine. Il y a encore quelques semaines de cela, c'est en train de ralentir, mais le trafic continue et il tenait effectivement à marquer le coup. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 19h. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Des bisous. Bye. À venir dans la tranche info, une édition spéciale avec Julienne Travental. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Samo Samu, à Marie-Chantal Moumoun, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Pamela Vernet, à Patricia Châtenay-Rivaud. Des bisous Patricia, bonsoir à Ma Trinity, bonsoir à Rose Télé, oui. Bonsoir à Bruno Abanès, bonsoir à Emmanuel Nathalie Razan-Boisdur, bonsoir à Guito Réel, bonsoir à Dominique Landry, j'espère que tu vas bien Dominique Landry, bonsoir à Titi Wildcat, bonsoir à Alex Babouram, bonsoir à Mona Lutin, bonsoir à Florine Joigny, à Marcelin Willy, bonsoir à Nover Louis, dit Sully, bonsoir à Chante La Tulipe, bonsoir à Joséline Trésor, bonsoir à Jacqueline Nabel, bonsoir à David Sainte-Rose, bonsoir à Claire Sylvestre, bonsoir à Roger Christophe Gaëtan Florent, bonsoir à Marie-Chantal, bonsoir à Zoé Étienne, bonsoir à Patrice Robert, bonsoir à tous les internautes, vous êtes vraiment nombreux aujourd'hui, en tout cas merci à vous qui nous suivez. La suite du programme sur Canal 10, c'est tout de suite après la pub.